bienvenue à ce nouveau numéro d'actualité. Dans un communiqué relayé sur les réseaux sociaux, le ministre de Mines annonce une levée partielle et temporaire de la suspension des activités de certaines entités de traitement de la filière cuprocolbatifère dans la province du Lualaba. Cette décision, signée par le ministre Louis Kabamba Watoum, intervient à l'issue d'une mission de contrôle ayant mis en évidence plusieurs violations du code et du règlement minier. Les opérateurs concernés seront notifiés individuellement dans un délai de 72 heures avec à la clé des mesures correctives obligatoires et des pénalités. Retour sur les propos du président Félix-Antoine Tshisekedi tenu hier lundi à Luanda, affirmant que son homologue angolais Joao Lourenço lui a présenté des propositions très intéressantes visant à favoriser le retour de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces échanges s'inscrivent dans le cadre des efforts diplomatiques régionaux destinés à mettre fin à l'insécurité persistante dans cette partie du pays. Sujet, principalement celui concernant la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, à son initiative de ce venu, nous avons eu une discussion très très intéressante. Et comme vous le savez, il est, en plus d'être président de la République d'Angola, président en exercice de l'Union africaine. Et à ce titre, il y a à la base plusieurs initiatives de paix dans mon pays, ce qui me touche beaucoup d'ailleurs. Et là encore, toujours dans son souci de vouloir cette paix, il m'a fait certaines propositions que j'ai trouvées très très intéressantes et qui, j'espère, vont nous permettre d'avancer sur le plan de la paix en République démocratique du Congo. Pour le moment, je préfère ne pas en dire plus si vous comprenez ce que je veux dire. Au Conseil de sécurité de l'ONU, les 3 membres africains non permanents ont exprimé leur vive préoccupation face à la situation au Venezuela. Ils ont condamné explicitement l'opération menée par l'Amérique et ils plaident pour le respect de la souveraineté du droit international et une sortie des crises menées par les Vénézuéliens eux-mêmes. Les détails de ces commentaires. Réunis en séance d'urgence le 5 janvier 2026, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est penché sur la crise politique et sécuritaire au Venezuela au lendemain d'une opération militaire américaine ayant conduit à la capture du président Nicolás Maduro et de son épouse Cilia Flores. S'exprimant au nom du groupe A3 composé de la République démocratique du Congo, de la Somalie et du Libéria, l'ambassadeur libérien Lewis Brown a adopté un ton mesuré et institutionnel. Les 3 pays africains ont fait part de leurs profondes préoccupations face au développement récent, prenant des informations faisant état de la détention du couple présidentiel ainsi que des incidents affectant les institutions vénézuéliennes, sans toutefois désigner de responsables ni formuler de condamnation directe. Alignés sur la position de l'Union africaine, les A3 ont rappelé leur attachement au principe de souveraineté des États, d'intégrité territoriale et de respect de la Charte des Nations Unies. Ils ont également insisté sur l'importance du dialogue, du règlement pacifique des différends et du respect du cadre constitutionnel. Pour les représentants africains, les événements en cours constituent un défi majeur pour la stabilité interne du Venezuela et pour la paix dans la région. Ils ont plaidé en faveur d'une réponse globale et inclusive conduite au niveau national par les Vénézuéliens eux-mêmes avec l'appui constructif de la communauté internationale. En conclusion, le groupe A3 a appelé l'ensemble des parties à la retenue, à la responsabilité et au respect du droit international afin d'éviter toute escalade. Il s'est dit disposé à soutenir toute initiative visant une solution pacifique et durable à la crise. Le rappel à Kinshasa du capitaine FARDC Anthony Mwalushayi, porte-parole des opérations Ngeba, est une vive controverse après avoir dénoncé l'implication présumée des acteurs politiques dans la milice Mobondo. La mise à l'écart provoque l'indignation de victimes du plateau de Bateke et de plusieurs autorités coutumières qui dénoncent une tentative de faire taire la vérité. Les détails de ce reportage.
Les rappels à Kinshasa du capitaine Anthony Mwalushayi, porte-parole de la 11e région militaire et des opérations Guéba, continuent de susciter des vives réactions. Officiellement rappelé par la hiérarchie militaire il y a environ une semaine, soit peu avant sa dernière sortie médiatique, l'officier avait notamment dénoncé l'implication présumée d'acteurs politiques dans la milice Mobondo. Lors de cette intervention publique, le capitaine Mwalushayi avait également mis en lumière les niveaux d'organisation de ces groupes armés, désormais considérés par l'armée congolaise comme une rébellion. Il avait évoqué une structuration hiérarchisée des miliciens, la détention des cartes assimilées à celles des soldats, ainsi que la rebaptisation de certains villages occupés dans les territoires des Kwamuto. Depuis l'annonce de son rappel, la polémique enfle sur les réseaux sociaux. La communauté des victimes du plateau des Bateke dénonce ce qu'elle qualifie de tentatives visant à étouffer des vérités révélées par l'armée sur la crise sécuritaire dans cette zone. Un des chefs coutumiers des Kwamuto, Stanis Libi, est monté au créneau pour fustiger toute éventuelle arrestation du porte-parole militaire. Il estime que les efforts devraient plutôt se concentrer sur les personnes citées dans les rapports annoncés par l'armée. Nous disons non à toute tentative d'arrestation du capitaine Anthony Mwalushayi. Nous sommes derrière l'armée et nous soutenons ses efforts pour la paix. Les FARDC sont en train de lutter contre une rébellion montée de toutes pièces par des politiciens, a-t-il déclaré. Stanis Libi a également appelé les chefs de l'État à soutenir les forces armées de la RDC dans leur mission de restauration de la paix. Ce sont les commanditaires de la milice Mobondo qui doivent être interpellés et non celui qui dénonce. On a l'impression d'un système de 2 poids, 2 mesures, a-t-il ajouté. De son côté, l'armée avait réaffirmé lors de la sortie médiatique du capitaine Mwalushayi fin décembre sa détermination à mener jusqu'au bout les opérations de pacification et à restaurer durablement la sécurité dans les zones affectées par les violences de la milice Mobondo. En République démocratique du Congo, le gouvernement clarifie le processus de mise en circulation de la nouvelle plaque d'immatriculation. Contrairement aux rumeurs, les véhicules déjà immatriculés ne sont pas immédiatement concernés. Les autorités annoncent une période transitoire de 12 mois et insistent sur la lutte contre les fausses plaques minéralogiques. Les détails de cet élément. Le gouvernement congolais a apporté des précisions sur le lancement de la nouvelle plaque d'immatriculation en République démocratique du Congo. Contrairement aux interprétations largement relayées, cette réforme ne concerne pas dans l'immédiat les véhicules déjà immatriculés et actuellement en circulation sur l'ensemble du territoire national. Selon les autorités, l'opération vise à prioriser tout véhicule destiné à entrer en circulation pour la première fois en RDC, c'est-à-dire les enjeux non encore immatriculés. De ces faits, 2 types de plaques d'immatriculation coexisteront légalement durant une phase transitoire jusqu'au lancement officiel du processus de mise en conformité. Cette réforme s'inscrit principalement dans la volonté du gouvernement de lutter contre la prolifération de fausses plaques minéralogiques, souvent émises en dehors du système intégré de la Direction générale des impôts DGI, une pratique qui échappe au contrôle de l'État et favorise la fraude. Les automobilistes disposent d'un délai de 12 mois pour se conformer aux nouvelles dispositions. À partir de fin décembre 2026, les propriétaires de véhicules encore munis de l'ancienne plaque seront invités à se présenter à la DGI afin d'entamer le processus de mise en conformité. Les autorités tiennent toutefois à préciser qu'il ne s'agira nullement d'une réimmatriculation de véhicules, une pratique formellement interdite par l'article 59.d du code de la route. L'opération considérera uniquement un échange de plaques d'immatriculation tout en conservant les données et références issues de l'immatriculation initiale. Parlons politique au sein de l'Union sacrée à Kinshasa. L'acteur politique Mfumtoto, proche de la majorité présidentielle, exprime son ras-le-bol après 4 ans de loyauté et sa nomination. Il menace de quitter la plateforme du président Félix-Antoine Tshisekedi à l'absence d'un soutien clair et projet de changement de constitution. Il est ici. Sur le plan politique, j'ai défendu les chefs de l'État, ça fait 4 ans à l'Union sacrée. Et je ne reconnais pas quelqu'un de l'Union sacrée qui a défendu le président Tshisekedi plus que moi. Mais qu'est-ce qui a fait que pendant 4 ans, les autres sont nommés chaque jour et moi je ne suis toujours pas nommé?
Est-ce que je ne remplis pas les conditions? Est-ce que je ne suis pas intelligent? Est-ce que je ne mérite pas? Est-ce que je ne défends pas les chefs comme il faut? L'union sacrée, pas les chefs de l'État. L'union sacrée doit me dire clairement pourquoi alors on a été. Alors ceux qui battent l'ingalité, on continue à mon point. Au cours de cette année, pas le chef de l'État. Parce que le chef de l'État, moi je l'ai cru, parce que le Seigneur Jésus m'a demandé de le suivre. Les gens de mon église sont ici. Le jour où le chef de Dieu m'a parlé, ne combat pas Tshisekedi. Ne les combat plus. Serre-les. Je ne parle pas du chef de l'État. Parce que le chef de l'État est reconnaissant de la qualité des Congolais. C'est parmi les présidents les plus humbles que nous avons connus au Congo. Parce que le chef de l'État reconnaît mon travail. Je dis bien, le chef de l'État reconnaît individuellement mon travail. Je le dis à la télé. Le chef de l'État reconnaît ce que je fais. Mais pourquoi l'Union sacrée n'a pas aidé le chef de l'État à me placer, moi, à la place où je pouvais prouver de quoi je suis capable? J'avais promis que si l'Union sacrée ne change pas la Constitution, ou n'aime pas le chef de l'État de changer la Constitution, je vais quitter l'Union sacrée. Au cours de cette année, si l'Union sacrée ne montre pas les perspectives de changer la Constitution, je vais tenir ma parole. Parce qu'un homme politique meurt ou vit à cause de ce serment. Il y a des serments politiques. Les serments faits à vous-même et les serments faits à votre génération. Les serments faits à moi-même, je me suis fait serviteur des Congolais. Je ne participerai jamais jusqu'à ma mort à la destruction de mon pays. L'Union sacrée doit commencer à considérer tout le monde. Non seulement qu'il y ait la considération des grands traits, mais les grands doivent nous aider, nous les petits, à exister. Mais nous ne pouvons plus continuer à accompagner des grands qui sont venus nous massacrer, nous la nouvelle génération politique. Nous sommes à 80 ans, nous sommes à 75 ans, nous sommes 4. Botika na bino nzela biso bazola ba papa kuna te tona na bino tilibela sikoyo ta bino bokolongwa nana okamba mboka donc bino mokonza batata na biso bana na bino bakonza bino biso allez bakoko na bino ba kokonza bana na biso ngana lobi non photo comme ça Union sacrée. Je vais compter sur l'implantation de mon parti. Ceux qui dans le Union sacrée na zokelo voter na kosi na zokelo ko mais eloko na zokeza ngana iko lukate. Au Nord Kivu, le cabinet du gouverneur de l'AFC 123, Bahati Musanga Erasto, a présenté lundi l'état des lieux général de la province pour l'année 2025. Sécurité, administration, situation humanitaire et perspectives de gouvernance ont été passées au crible lors de cet exercice de redevabilité. Suivez ici les explications du directeur des cabinets. Excellence, Monsieur le coordinateur politique de l'Alliance Fleuve Congo, bar 123. Excellence, Monsieur le chef d'état-major de l'armée révolutionnaire congolaise et coordinateur militaire. Leurs excellences hauts cadres du mouvement et chefs de département ici présents. Très chers camarades, bonjour. Qu'il me soit permis de vous présenter l'état des lieux général de la province du Nord Kivu, lequel est subdivisé en 6 points, à savoir la situation politico-administrative de la province, la situation sécuritaire, la situation économico-financière, la situation socio-humanitaire, la situation des infrastructures, la situation des mobilisations et recrutement. Sur le plan politico-administratif, la province est dirigée par le gouverneur de la province, son Excellence Bahati Musanga Erasto, assisté par le deux vice-gouverneurs, notamment le vice-gouverneur en charge des questions politiques, administratives et juridiques, son Excellence Monsieur Manzi Wilingarande, et le vice-gouverneur en charge des questions économiques, financières et développement, son Excellence Bahati Amani Shadrach, suivi du cabinet du gouverneur de la province géré par le directeur de cabinet que nous sommes,
assisté par un directeur de cabinet adjoint et 7 conseillers et des coordinations, dont la coordination des infrastructures et la coordination de mobilisation et recrutement. Du gouvernorat à la ville de Goma, la ville de Goma est administrée par le maire de la ville. Nous tirons ces actualités avec la Sopo. Le dimanche 4 janvier, à la rive droite de la rivière Sopo, le sénateur Jean-Baptiste Manissa Saïdi a procédé à la restitution de son bilan parlementaire 2025. Devant une foule nombreuse composée d'autorités, des leaders communautaires et des citoyens, le lieu a présenté les actions menées au Sénat, réaffirmant son engagement à défendre les intérêts de la population. Reportage. Parlementaire oblige à l'initiative des gens divins Tawamba, coordonnateur de la dynamique Jean-Baptiste Saïdi, une rencontre d'envergure a réuni les forces vives féminines de la rive droite de la Chopo. L'assistant Grégoire Ngoubou a levé le voile sur le combat acharné que mène le sénateur Jean-Baptiste Saïdi à la Chambre haute du Parlement pour les saluts de sa province. Au nom de l'honorable Manissa, nous avons été invités à la rive droite pour rencontrer les mamans réunis dans plusieurs structures, faire avec eux l'exercice de redevabilité. Un petit bilan des différentes réalisations de l'honorable Manissa sur le plan parlementaire, sur le plan des plaidoyers, sur le plan des actions en tant que leader notable de la Chopo, aux différentes instances, en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations. Et à ce stade, nous avons eu à évoquer certaines actions parlementaires qu'il a eu à mener, notamment des questions écrites, questions orales, particulièrement pour les questions qui touchent aux travaux publics et infrastructures. Vous savez que lors de son dernier passage, il a constaté que les travaux qui s'effectuaient dans la voirie de Kisangani, la qualité était médiocre. Et nous avons demandé à toutes ces mamans-là d'ouvrir grandement l'œil. La question de la réhabilitation, de la modernisation de la RN4, qui avait fait aussi objet d'une question d'abord écrite puis d'une question orale au ministre des ITPR, a été au rendez-vous de cet échange avec les mamans. La question épineuse de l'électricité dans la ville, avec tout ce qui a déjà été fait par l'honorable Manissa, notamment les différents contacts, les différentes questions qu'il a eu à adresser aux autorités compétentes, notamment au ministre des Ressources hydrauliques, au directeur de la SNEL, en vue de l'amélioration d'un dessert en électricité dans la ville. À ce stade, nous avons eu à informer les mamans les efforts qui ont été déployés pour l'honorable Manissa et aussi informer ces mamans de manœuvres qui a été montée de toutes pièces par certaines autorités où au lieu d'acheter par exemple une turbine qui coûterait 10 à 12 millions pour une desserte de près de 12 mégawatts, ces autorités ont préféré nous acheter 2 générateurs à 8 millions de dollars, mais qui ne pouvaient produire que 2 à 3 mégawatts. Mais en réalité, les 2 groupes électrogènes vont consommer mensuellement 350 000 dollars. Donc, il était plutôt mieux qu'on nous achète cette turbine de 12 mégawatts au lieu de nous acheter les 2 groupes qui vont consommer mutuellement des fonds au trésor public. Donc c'est un bel échange. Nous avons trouvé des mamans vraiment réceptives. De la problématique de la carte d'identité, les coûts de la vie à l'insécurité grandissante, aucun sujet n'a été éludé. Grégoire Ngoubou, avec une pédagogie rassurante, a réitéré l'engagement défectible du sénateur Jean-Baptiste Saïdi. Il ne s'agit pas seulement des sujets à Kinshasa, mais de porter la voix de chaque habitant de la Chopo jusqu'au cime du pouvoir. Cette femme garde encore le souvenir de Jean-Baptiste Saïdi. Jean-Baptiste, premièrement, là, nous, Azara gouverné, deuxièmement, Yakipe a postulé na député, à plus, c'est quand Azara est sénateur. A tiki a biso la souvenir béni, tolia ba loso a moins cher, bilo ekitaka donc, ba souvenir est béni. On tolia loso na 200 fois, 250 fois. Kora ezaka stable, pour tout les la effort, talaka topesa comme ya monsieur le coureur. Ces femmes savent désormais que dans l'intimité de Kinshasa, ils vont porter leurs cris et plaident pour que la Chopo retrouve enfin ses lettres de noblesse. Elles sont alors désormais prêtes à accompagner la vision de celui qu'elles appellent affectueusement l'homme de la bonne gouvernance. C'est la fin de cette édition d'actualité. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. C'est votre première fois de nous suivre. Veuillez vous abonner à la chaîne. Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter et partager les